Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Cité des Livres, qui est, je vous le rappelle, un événement organisé par la Fondation Jean Jaurès en partenariat avec le site slate.fr et France Culture Plus. Le débat est enregistré et vous pourrez le retrouver sous une version condensée sur slate.fr et en version longue sur le site de la Fondation Jean Jaurès et de France Culture Plus. Nous recevons ce soir Laurent Baumel. Bonjour. Bonjour. Député d'Indre-et-Loire depuis 2012, que nous recevons pour son livre Quand le Parlement s'éveillera, édition du Bordelot. Et je suis en compagnie d'Olaf Klargaard de la revue Esprit Critique, qui a écrit justement une critique du livre et avec qui vous aurez l'occasion d'échanger dans un deuxième temps. Je voulais juste, dans un premier échange assez court avec vous, revenir sur quelques points clés de votre ouvrage, qui est un livre un petit peu double, on peut dire, parce que c'est une histoire du travail parlementaire sous la Ve République, et c'est aussi une histoire en prise avec l'actualité politique de ces dernières années, et de votre rôle de député depuis 2012 et de ce qu'il est convenu d'appeler la fronde, entre guillemets, sur la quatrième de couverture, puisque c'est un terme que vous écrivez, tout en expliquant bien que vous prenez quelques distances avec ce terme qui a été notamment étiqueté par les médias. Alors je voulais commencer par vous demander comment vous vous situez par rapport à cette présentation du collectif de députés que vous co-animez autour de cette fronde. Comment je vois le mot fronde? Oui, et comment vous vous situez par rapport à cette désignation qui est devenue dans l'espace public C'est devenu une marque, oui, donc ouais. Elle s'est imposée. Au début, on était un peu chagrin de cette qualification parce qu'on avait le sentiment qu'elle nous enfermait dans une vision un peu infantilisante de ce qu'on était, dans le fond, des ados qui frondent contre leurs parents. Voilà. Et finalement, chemin faisant, bon, d'abord elle s'est imposée à nous avec une telle puissance de mimétisme dans les médias que quand on était interrogé 3 minutes, c'était plus la peine de perdre 1 minute à récuser le mot, quoi. De toute façon, il était installé. Et puis je me suis rendu compte, moi, dans ma circonscription, ou même ici à Paris, parce que souvent des gens m'abordent dans la rue, qu'il y avait une connotation finalement positive dans le terme, qui ne m'avait pas frappé au départ, mais qui est là, qui est une connotation de liberté en fait, de gens qui se donnent de la liberté par rapport à un système, par rapport à des règles, et voilà, et qui utilisent cette liberté pour affirmer une fidélité à des valeurs ou à des convictions. Et donc j'ai appris à vivre avec ce terme et à m'y habituer. D'accord. Quand en 2012 vous êtes élu et que vous commencez à découvrir ce que vous racontez dans le livre, les arcanes du travail parlementaire et le rapport avec le groupe socialiste et avec le gouvernement, vous expliquez en fait dans le livre que vous êtes en quelque sorte surpris. Vous le racontez d'ailleurs, c'est très intéressant. Comment se passe l'échange avec votre majorité et comment vous avez l'impression que finalement les décisions sont plus ou moins déjà prises, qu'on vous prend pour une chambre d'enregistrement et que le rôle du parlementaire semble, en tout cas c'est ce que moi je comprends de votre livre, semble un petit peu réduit à un travail secondaire, quoi, et pas une collaboration avec le gouvernement. Et ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe au début Oui, je pense d'ailleurs, je ne sais pas je crois pas que ce livre ait été un énorme succès de librairie, d'autant qu'il est sorti dans la période marquée par les attentats tragiques. Bon, donc au moment où il est sorti, il est passé un peu inaperçu, comme tous les livres qui sont sortis à ce moment-là. Mais je me dis que si on le lit ou si on le relit dans quelques années, je pense à des étudiants de sciences politiques ou de droit constitutionnel de première année ou deuxième année, son intérêt à ce livre, ce sera précisément d'être, avant d'être une critique de la Ve République, il y en a d'autres, ce sera d'être un témoignage d'un primo-député arrivant à l'Assemblée, un témoignage un peu ethnographique, un côté vécu de l'intérieur d'un primo-député de la majorité arrivant à l'Assemblée et se rendant compte à quel point nous sommes dans un monde ritualisé, avec des rites dont la fonction est de faire comprendre aux députés de la majorité que dans le fond ils ne pèsent pas dans ce régime. Bon. Donc une des choses par exemple que je décris dans ce livre, une des choses qui m'a le plus frappé, c'est les rites à travers lesquels nous mettons en scène l'autodestruction de notre droit d'amendement. Je raconte dans ce livre par exemple
la mécanique de... Je prends juste cet exemple. Ouais. La mécanique de l'amendement d'appel, que je ne connaissais pas, qui consiste pour des députés de la majorité, par exemple, à travailler pendant des heures avec des socioprofessionnels, avec des milieux associatifs, à la construction d'un amendement à un texte de loi, un amendement qui charrie des valeurs, qui charrie des réponses à des problématiques importantes. Et puis on arrive en commission ou dans l'hémicycle, et on défend cet amendement, le député défend cet amendement, et là, le rapporteur général du texte, puis le ministre, se lève et lise un laïus, tout fait d'ailleurs, préparé par des services, qui explique qu'on ne peut pas accepter cet amendement pour des raisons obscures. D'ailleurs, le ministre en général n'y croit pas spécialement lui-même, il lit ce truc. Et il conclut toujours sa phrase par dans ces conditions, je vous demanderai de le retirer, sinon je serai obligé d'émettre un avis défavorable. Et à ce moment-là, le député de la majorité, en bon élève, dit, eh bien, après avoir entendu l'avis du ministre, je le remercie d'abord d'avoir accepté d'y réfléchir pour plus tard, et je veux bien le retirer. Voilà. Et moi, voyant cela une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, ça m'a beaucoup frappé parce que j'y vois vraiment une espèce de rite de soumission, de mise en scène de sa soumission et de sa subordination. Vous parlez de soumission même du député par rapport au ministre, par rapport au cabinet du ministre. Je décris la réalité de ce que nous vivons, en tout cas de ce qu'on nous demande de faire. Quand vous finissez de l'écrire et que vous le publiez, la loi Macron n'est pas encore passée. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai failli reporter la publication du livre plein de fois à cause de ça, parce que je sentais que ça allait être un point dur. D'accord. Mais donc, bon, j'ai fini par le publier quand même. Vous l'aviez bien senti, puisque une de vos conclusions, c'est que dans ce pouvoir, cette monarchie républicaine, l'un des pouvoirs selon vous les plus, peut-être abusifs, est l'article 49.3. Et c'est justement comme ça que passe la loi Macron quelques mois après que vous finissez de l'écrire. Est-ce que ça, pour vous, ça illustre justement à quel point il existe une dissymétrie entre les pouvoirs Alors, la loi Macron, ça illustre deux choses. Ça illustre d'une part le fait que la fronde parlementaire, je reprends le terme, en cours, est un phénomène politique réel, puisque jusqu'à la loi Macron, on nous disait oui, mais bon, tout cela finalement ne pèse. Enfin, c'est de l'agitation médiatique, mais ça n'empêche pas l'adoption des lois. C'était la théorie de Jean-Luc Mélenchon, le couteau sans lame, etc. Bon. Avec la loi Macron, nous franchissons-nous une étape, puisque nous disons cette fois-ci, nous sommes prêts à exprimer notre désaccord, change mon micro, non plus sous la forme de l'abstention, mais d'un vote contre. Et à partir du moment où nous sommes une quarantaine à envisager de voter contre et à le faire savoir, en fait, il y a un problème de majorité. Et donc là, on n'est plus le couteau à une lame. Et donc, on va chercher cette ressource constitutionnelle de la Ve République, qui est l'utilisation de l'article 49.3, qui permet de nous renvoyer à la contradiction de l'appartenance même à la majorité, puisque si on veut aller au bout de notre logique, il faut qu'on vote la censure avec la droite, ce qu'évidemment on ne fait pas. Donc c'est une illustration à la fois de la force politique de la fronde qu'on avait prématurément enterrée, et en même temps de la force exceptionnelle de ce régime qui a tout prévu, à la fois l'intériorisation de la discipline, et quand ça ne suffit plus, des ressources constitutionnelles très lourdes pour obliger les députés de la majorité à rentrer dans le rang. D'accord. Au bout de bientôt 3 ans, quel bilan vous tirez de ce travail parlementaire pour être dans l'actualité? Quel avenir vous lui voyez? Et pour reprendre une de vos expressions, à quoi la fronde a-t-elle servi ou servira-t-elle encore? Alors, sur le travail parlementaire, le livre est un peu plus nuancé que l'impression que on peut en donner comme ça. Je ne considère pas que le travail parlementaire ne serve absolument à rien. Il y a des marges, il y a des gens qui améliorent la législation. Mais je considère que c'est plutôt technique, c'est-à-dire on améliore la législation sur des plans techniques, sur la loi qu'on a votée récemment sur le droit de mourir, par exemple, dans la dignité. Voilà, ça c'est des choses utiles. Bon, mais dès qu'on est sur les points durs de la politique gouvernementale, et bon, depuis 3 ans, les points durs, c'est ce qui touche à l'économie, au budget, à la fiscalité. Là, en vérité, on ne bouge rien. On ne touche pas le cœur, des décisions qui ont été arbitrées à l'Élysée. Concrètement, c'est ça. Bon.
Le bilan de la fronde, il n'est pas terminé, puisque le quinquennat n'est pas terminé. Mais bon, je dirais qu'avec l'épisode de la loi Macron, nous avons fait la démonstration qu'il n'y a pas de majorité claire à gauche pour la mise en œuvre de l'orientation sociale-libérale actuelle. Bon, donc maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que d'autres votes vont arriver à l'ordre du jour du Parlement qui vont mettre en jeu cette question de l'orientation sociale libérale? C'est pas certain. Je ne suis pas sûr que le gouvernement ne recule pas sur la deuxième lecture. Je ne suis pas sûr que la loi Rebsamen ne sera pas vidée de ses aspérités les plus problématiques pour les gens que nous sommes. Bon. Donc on verra. Néanmoins, il y aura quand même un budget 2016. Et je pense qu'autour du budget 2016, les débats vont quand même être difficiles parce que soit il est dans la continuité des précédents, soit il importe des inflexions. Ces inflexions étant elles-mêmes d'ailleurs un objet de discussion du congrès du Parti socialiste qui s'ouvre depuis hier. Donc voilà, l'histoire de la fronde, elle n'est pas terminée. Donc pour le moment, le bilan que j'en fais, c'est que nous sommes là, que nous sommes installés dans le paysage politique, médiatique, que c'est une des nouveautés de ce quinquennat, une nouveauté aussi constitutionnelle, institutionnelle, mais que cette histoire, elle n'est pas terminée. Très bien. Merci beaucoup, Laurent Baumel. Je vais laisser la parole à Olaf Klargaard qui va avoir le temps de vous interroger un peu plus en détail sur quelques points de votre livre.